Dans cette interview, vous découvrirez Roxy, qui est le titulaire de Découvre Bitcoin, qui est la première chaîne YouTube 100% Bitcoin en France. Il est aussi le fondateur de Plan B Network, qui est une plateforme d'apprentissage gratuite en ligne. Elle a été réalisée dans le cadre de notre vidéo sur l'adoption de Bitcoin à Lugano, qui est déjà sortie en décembre 2024. On vous met tous les liens en fiche et dans les descriptions, mais aussi dans le cadre de notre documentaire sur l'adoption de Bitcoin au Salvador, qui devrait sortir le 27 mars 2025. Pareil, on vous met les liens dans les fiches et dans les descriptions. Si vous voyez cette vidéo avant la sortie, n'hésitez pas à mettre la cloche pour suivre les notifications sur la chaîne principale de Cryptost. C'était tout pour cette petite introduction. Bon visionnage à vous. Bonjour Roxy, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour à toi et merci beaucoup de m'avoir. Ouais, on s'était déjà rencontrés, je crois, dans la vraie vie pour la première fois, c'était à Madère. Et on a fait une interview très rapide pour faire un article écrit par la suite. Et donc là, c'est la première fois qu'on fait ça en vidéo, donc je suis très content. Et je pense à chaque fois que tu rencontres des francophones, c'est un peu toujours le même discours, mais tu as aussi beaucoup participé à mon chemin vers Bitcoin. Et donc je suis un peu à la genèse de Plan B Network, on va revenir dessus. J'étais là depuis le début. Je me souviens, tu avais fait un classement des personnes qui participaient le plus. Et j'étais pendant un moment dans le classement, peut-être même top 2 ou 3. Et donc ça fait très plaisir de t'avoir et on va pouvoir revenir sur ton parcours. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Bonjour à tous, merci de m'avoir. Je m'appelle Roxy, je suis le créateur de Découvre Bitcoin et le cofondateur de Plan B Network. Je suis une sorte d'éducateur Bitcoin depuis pas mal d'années maintenant, je pense 6 ans. Et je me suis mis un peu comme mission, comme objectif d'essayer d'éduquer un maximum de personnes. Souvent je dis 1 milliard de personnes en 10 ans. Et du coup, ça fait 4 ans que j'essaie ça, qu'il me reste que 6 ans pour faire 1 milliard de personnes. Et voilà, je fais des vidéos YouTube, des podcasts, des livres, des conférences, des séminaires, et tout ce qui est imaginable pour essayer d'accompagner l'adoption de Bitcoin à travers le monde, idéalement partout. Voilà. Première question, à combien est-ce que tu estimerais le nombre de bitcoiners en France? En France? C'est-à-dire de self-custody, qui détiennent leur bitcoin, qui comprennent tous les... Peut-être pas tout, mais les grandes lignes au moins. C'est une bonne question. Je pense qu'on n'est pas beaucoup, hein, donc je vais dire des chiffres plus bas que peut-être sûrement la réalité. Et je vais le faire dans un classement en particulier. Je pense qu'on est à peu près 500 ou 600 maximalistes. Donc des personnes qui vraiment comprennent et font les choses de façon un peu hardcore. Je pense qu'il y en a tu rajoutes un bon 300 francophones à l'étranger qui font la même chose. En France, c'est ça. Je pense que dans le monde de la crypto, donc si on étend un petit peu plus à une horizon plus grande, 30, peut-être 50 000 vraiment qui comprennent et qui font attention et qui sont pas maximalistes mais qui ont un peu de tout. Des gens qui ensuite sont intéressés par Bitcoin, crypto, qui comprennent et tout. Peut-être qu'ils en ont mais pas en custody. Franchement, je mettrais 250 000 et je le sors un peu de mon chapeau. France. Ouais, en France. Et après, je pense que les réseaux vont vous dire c'est 3 millions. Mais ça, c'est vraiment du full, j'y comprends rien et j'en ai un petit peu ou alors j'en ai eu mais pas vraiment. Et par contre, je pense que la compréhension de Bitcoin, on est quasiment partout. Je pense vraiment que tout le monde connaît la marque Bitcoin en France. Ouais, les études en France, c'est 11-12% de Français qui détiennent des cryptos. Donc crypto, c'est un grand mot, ça peut être tout et n'importe quoi. Parce que j'en parlais au BEF justement avec une personne qu'on ne citera pas le nom. Et pour moi, pour voir enfin, je m'étais fait une idée du nombre de bitcoiners qui détiennent du BTC en self-custody qui comprenaient environ 10 000 en France, de manière globale. Je m'étais dit peut-être que le bitcoiner lambda français, il suivrait sûrement ta chaîne, ou au moins aurait vu. Et donc je me suis dit, comme tu es à peu près à 10 000 abonnés, je me dis, ça se trouve, c'est la bonne échelle. Ouais, je pense que 10 000, c'est une bonne estimation. Donc on est qu'à 10 000 abonnés, mais tu vois, les vidéos ont 3 000 vues, 2 000 vues. Mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup plus. Franchement, je pense que si on dépasse les 25 000 qui ont vraiment leur Bitcoin sur une clé bien pensée, nanana, c'est déjà immense. Ce qui fait que c'est pas beaucoup. On va pas se mentir, c'est pas un très gros chiffre. Est-ce que c'est un problème français? Est-ce que c'est un problème de juste pousser? Est-ce que c'est un problème de bull run, de régulation? J'ai du mal à savoir pourquoi il y en a si peu. Après, on peut dire que c'est déjà 30 000. Ouais, c'est déjà un bon début, surtout si on voit que Bitcoin est assez jeune. Mais bref, c'était juste petit sujet d'intro, ça m'est passé par la tête. Ouais, non, il n'y a pas de souci. C'est une bonne question. Et donc, pour revenir un peu à ce que tu fais, est-ce que tu peux déjà nous parler
de la genèse de Plan B Network, d'où est venue cette idée et pourquoi avoir lancé ce projet fou, même si au début peut-être que tu pensais pas être là aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Donc, Plan B Network, le but, c'est de créer une sorte d'université mondiale sur Bitcoin, open source, décentralisée, en pair à pair, dans toutes les langues, avec tout le contenu sur Bitcoin, de façon facilement accessible. Donc, forcément, c'est pas très simple. À la base, donc, Plan B Network, c'est l'internationalisation d'un projet que beaucoup de francophones connaissent, qui s'appelle Découvre Bitcoin, avec un très petit passage vers la Sovereign University au milieu qui a duré que quelques mois de branding, ce qui a d'ailleurs complexifié pas mal enfin ça a beaucoup perturbé, on va dire, la communauté francophone qui ne savent pas forcément qu'est-ce que je suis devenu ou où est-ce qu'on en est. Mais donc si on prend à la base de pourquoi est-ce que j'ai voulu lancer ça et est-ce que je le voyais, c'était clairement en fait un manque d'outils simples pédagogiques sur Bitcoin accessibles en français. Il n'y avait pas de bonnes vidéos simples, il n'y avait pas de guide simple à envoyer, il n'y avait pas de cours simples pour des débutants, pour mon père, pour ma mère, pour mes amis, pour mes cousins. Et je savais qu'à un moment, ils allaient me demander et j'avais plus le courage de réexpliquer à l'infini. Donc je m'étais dit, bon, bah, il faut qu'on ait un endroit, une plateforme, une chaîne YouTube où on peut en sécurité, sans le moindre risque, dire à quelqu'un, va suivre ça et tu comprendras tout. Et en fait, ça, c'était pas possible. Parce que oui, il existait des guides Bitcoin 101 chez certains médias ou certaines chaînes YouTube, mais c'était entouré de plein d'arnaques, de scams ou d'altcoins. Et du coup, il y avait rien qui était safe pour les débutants. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, ok, on va essayer de créer ça. Et de plus tu creuses Bitcoin, de plus tu te rends compte que le sujet est grand. Donc, de plus tu veux faire des cours. Et de plus tu fais des cours, de plus tu te rends compte que c'est trop grand. Et donc, de plus tu te dis, mais en fait, je ne pourrai jamais tout connaître. Je ne pourrai jamais tout enseigner. Il me faut d'autres profs. Donc, ça devient une académie. Il faut faire de la recherche, il faut faire ça. Et en fait, plus ça grossit, et de plus tu te dis, mais en fait, on crée une université. Et c'est un peu comme ça qu'on en est terminé à créer ce monstre, ce projet très ambitieux qui s'appelle Plan B Network. Au final, c'est un peu l'image de ce rabbit hole avec tous les lapins qui sont dans le terrier qui sortent et construisent une maison en fait. Et donc, tu as un peu Plan B Network, l'académie qui vient en dehors et qui crée cette école. Même si c'est en ligne du coup, donc il n'y a pas vraiment de... Alors, on est en ligne et également on fait des cours physiques, que ça soit pour des séminaires d'entreprise, des institutions, ou alors on a un programme à l'année chez Plan B Network avec une école qu'on appelle la Business School, qui dure sur 3 mois avec un séminaire physique à la fin à Lugano. Donc là, on forme vraiment des CEO, des CTO, on forme vraiment plus l'aspect business orienté, on va dire, de l'écosystème Bitcoin. Et on a, ce qui commence d'ailleurs prochainement, la Tech School, qui est donc le même principe, 3 mois puis un séminaire en physique avec des exercices et des partenariats avec des entreprises, mais plus pour les développeurs et donc l'aspect plus technique. Donc on essaie à la fois d'avoir des cours scalables en ligne dans toutes les langues gratuites qui peuvent être utilisées par la masse, et en même temps on a des cours premium payants physiques pour ceux qui voudraient une éducation plus personnalisée, ou simplement profiter de ce réseau de bitcoiners, de parler avec le prof, rencontrer les autres étudiants. Oui, et d'ailleurs, on est ici à Lugano, donc dans le hub de Tether, de Plan B, de Plan B Network. Et on est là à l'occasion de la conférence Plan B Forum. Et aussi là parce que vous nous avez invités et demandé de vous aider. Donc ça fait depuis le début de la semaine qu'on est ensemble. On a filmé pas mal de choses pour pour la Mining School. Ouais. Et donc c'était à l'université, c'était quoi le nom de l'université? Donc on a organisé un petit séminaire de 2 jours sur le minage assez intensif ici à Lugano en partenariat avec l'université de Suzzi, qui est donc partenaire de Plan B Network. Donc on a fait venir des profs qui sont assez bons, qui connaissent bien le secteur, pour venir nous parler de leur perspective, d'un sujet très spécifique du minage. Donc on a eu aussi bien un cours sur comment refroidir toutes les machines par un professionnel de F1 qui faisait ça pour des moteurs de Formule 1. On a eu Datum avec Ocean, on a eu Stratum V2 et un autre professeur qui nous ont parlé des différentes alternatives pour les poules. On a vraiment eu des cours très poussés sur le minage. Donc ça, c'est par exemple typiquement quelque chose qu'on aime créer chez Plan B Network. C'est des petits séminaires intensifs en ligne et en physique pour pousser l'éducation. Donc ça, en l'occurrence, on l'a fait très proche du forum parce qu'on sait qu'il y a des étudiants, des profs, des partenariats. Et tout ça, c'est enregistré, filmé.
édité et ensuite remis disponible sur Plan B Network pour le rendre accessible au plus grand nombre. Et oui, c'était un plaisir de t'avoir pour nous accompagner dans cette journée. Tu as également vu le premier team building officiel de Plan B Network. Enfin, c'est un grand mot, team building officiel, mais l'un des premiers avec l'équipe qui a beaucoup grossi récemment de par le partenariat avec Tether et Fulgur. Donc c'était aussi un plaisir de t'avoir, d'avoir certains de tes feedbacks et de comprendre également tu as contribué à Découvre Bitcoin et à Plan B dans le passé. Encore aujourd'hui, tu contribues malgré ton travail chez Cryptos, donc en tant que contributeur à Tether. Et c'est absolument super parce que c'est ça finalement Plan B Network ou Découvre Bitcoin. C'est des centaines de contributeurs qui aident un projet open source à se développer. Donc merci également à toi de nous avoir suivis. Bah, c'était super, ouais. C'est vrai que je fais pas vraiment partie de la team, mais pour une semaine au moins, j'étais en contact avec vous, avec l'équipe marketing, et donc pour vous aider à filmer un peu tout l'événement. Donc c'était un plaisir de faire partie de ça et de voir comment est-ce que ça évolue. Parce que c'est vrai que moi j'étais pas là au tout début de Découvre Bitcoin, mais je l'ai vu quand même pas mal grandir. Donc c'est cool de voir comment est-ce que c'est en train d'évoluer. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc oui. Si t'en es là aussi, si Plan B en est là aujourd'hui, si ça a pu évoluer comme ça, c'est aussi parce que tu as rencontré Giacomo, donc Giacomo Zucco, qui est un bitcoiner de longue date que j'espère on va avoir aussi en interview dans les prochains jours. Et est-ce que tu pourrais nous raconter comment était ta rencontre avec lui et pourquoi est-ce que je crois que tu l'as ciblé un peu dans les conférences. Pourquoi l'avoir ciblé lui et pas quelqu'un d'autre? Comment ça s'est passé un peu? Ouais, Giacomo, c'est un personnage très intéressant. J'espère qu'on réussira à faire l'interview. Giacomo, j'avais tout de suite rencontré sur Twitter en 2000. En fait, dès que je suis rentré dans Bitcoin, hein, c'est une personnalité assez forte du monde maxi toxique, on va dire. Il est à l'origine des Bolt de Lightning, il est à l'origine de RGB. Donc c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît dans la technique et qui a toujours été dans l'écosystème Bitcoin. Et donc avec Découvre Bitcoin, on cherchait à s'internationaliser. Pour faire ça, on avait besoin de fonds, donc on cherchait également comment réussir à survivre, grossir et continuer. Et à ce moment-là, Giacomo cherchait également à faire quelque chose dans l'écosystème Bitcoin éducation. Donc vraiment trouver quoi faire. Et pourquoi il faisait ça? Simplement parce que il avait été mandaté par Tether et Fulgur pour essayer de trouver un projet éducatif à développer. Et moi, je parlais également un petit peu avec Fulgur parce que il y a l'année dernière, on a aidé à la création d'un curriculum et d'un programme éducatif au Salvador qui s'appelle Kubo Plus. Et du coup, c'était Fulgur qui le créait. Et ils avaient besoin d'aide. Et Découvre Bitcoin, on est venu, on a intervenu, on l'a fait. Et donc, on est allé au Salvador pendant plus de 3 semaines avec Asio et Agelex pour accompagner un programme éducatif là-bas. Et ce programme, en fait, c'était Fulgur et il y avait Giacomo qui essayait de le lancer. Donc, c'était le début de son partenariat avec Tether et Fulgur. Et donc, ça a très bien matché entre nous. On s'est rencontrés à plusieurs conférences et on a tout de suite compris l'intérêt de travailler ensemble, de s'allier. Lui, il avait besoin d'une équipe, d'un produit, d'une vision et d'énergie. J'avais une équipe, j'ai de l'énergie, j'ai une vision. J'avais pas d'argent. Il avait de l'argent et des partenariats. Il a également énormément de contacts politiques et donc en fait, ça a immédiatement matché. On était très alignés sur qu'est-ce qu'on voulait faire, les étapes, et donc on a décidé de créer ensemble Plan B Network, qui est donc une fusion de Découvre Bitcoin, Tether et Fulgur Venture, qui s'occupe de faire l'éducation Bitcoin, du moins le pôle éducatif Bitcoin de ces 3 entités. Et Jaco, la petite anecdote assez intéressante, c'est que ma première conférence Bitcoin, c'était en 2018, je pense, et j'étais allé à Riga, à Odell, à Honey Badger. Et j'étais allé voir Jaco. Et je lui ai dit, écoute, je suis en train de lancer un projet éducatif sur Bitcoin, ça s'appelle Découvre Bitcoin. Je pense que ça peut t'intéresser. Je pense qu'il y a un truc, ça peut vraiment être cool. Et il m'a répondu, yeah, for sure. Just contact me and I will write you back. Et évidemment, il m'a complètement ghost et ignoré. Et c'était un peu, pas mon mentor, mais genre j'avais beaucoup d'estime pour Jaco. Et je l'ai jamais contacté, évidemment, parce que je savais que ça marcherait pas. Et du coup, j'ai dit, je vais construire. Même si j'ai pas l'aide de ces gens-là, c'est pas grave, je vais le construire en tant que pleb français.
Et donc, j'ai passé plusieurs années à construire Découvre Bitcoin, jusqu'à ce que finalement, ça soit lui qui voit l'intérêt de s'allier avec Découvre Bitcoin. Et ensemble, maintenant, on est main dans la main, on parle tous les jours, des heures pour diriger ce grand projet, on l'espère, dans la meilleure direction pour Bitcoin. Donc les premières versions de Découvre Bitcoin t'ont servi à le convaincre au final. Ouais, c'est vraiment du proof of work, hein. C'est de la première vidéo sur YouTube filmée avec un téléphone, au premier podcast, à la première conférence Surfing Bitcoin où j'avais créé un parcours éducatif avec des posters géants. Ensuite, on a eu plusieurs cours, plusieurs profs, donc on avait un réseau de profs qui donnaient des cours. Ensuite, on a créé les ambassadeurs avec un réseau de communautés. Ensuite, on a essayé de le coordonner à une échelle internationale. Il y avait le programme au Salvador qu'on essayait de faire tourner qui s'appelle Node Nation, qui tourne aujourd'hui dans les écoles du Salvador. Donc en fait, tous ces points finalement faisaient que on essayait de faire de l'éducation à toutes les échelles, gouvernementale, plebs, nationale, internationale. Et c'était ça la vision en fait de Découvre Bitcoin et de la Sovereign University. Et indirectement, Jaco, en fait, il a vu ça et il a dit, écoute, Tether et Fulgur, ils veulent quelque chose. On va créer autre chose et on va essayer de leur dire, on veut faire ça. Et ça a marché. En fait, on a fait un coup de poker et on est allé voir Tether et Fulgur en disant, Jaco devait faire 10%. Roxy propose de faire 400%. On y va. Et ça a marché. Donc aujourd'hui, on essaie d'aller au plus vite, au plus loin. Mais en tout cas, on a une vision extrêmement ambitieuse et globale. Et c'est fun. Ouais. Et au-delà de l'aspect, de pouvoir t'apporter du financement pour les projets de Plan B, à quel point est-ce que Giacomo contribue? Tu as mentionné la politique, le network, etc. À quel point est-ce que ces contacts ont pu vraiment t'aider, au-delà que par les professeurs Ouais, bien sûr. Ça, c'est sûrement quelque chose que je trouve très bien dans Plan B Network, ou du moins quelque chose où j'avais peur au début de cette alliance. C'était à quel point juste quand on fait une levée de fonds, quand on fait une joint venture, souvent on dit que ce qui est très important, c'est pas forcément combien on a en argent, mais c'est qui sont les associés, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter sur la table. Et sur ça, je pense qu'on est plutôt bien lotis. Donc Giacomo est clairement actif, temps plein, tous les jours pour Plan B Network au même titre que moi. Moi, je manage plus l'équipe et l'opérationnel et la vision. Jaco fait également beaucoup de vision, stratégie et politique. Il va faire tous les partenariats avec les universités comme celle de Taipei, le Salvador. Il va être beaucoup plus présent localement ici à Lugano. Il est également professeur, donc c'est lui qui fait la Tech School et la Mining School, donc il est littéralement prof, alors que moi je me suis un peu dédouané de ce rôle pour faire plus de l'opérationnel. Et également, il a une connaissance de Bitcoin qui est juste astronomique, donc il drive également le curriculum global de ce que j'appelle le programme universitaire Plan B Network. Et il a un cahier de contacts qui est juste astronomique. Donc en fait, à chaque fois qu'on a besoin de quelqu'un ou de quelque chose, entre moi et Giacomo, on arrive à avoir cette personne ou ce partenariat, ce qui est une valeur assez incroyable à avoir. Et en parallèle, tout le monde veut travailler avec Giacomo et donc tout le monde parle à Giacomo. Donc en fait, quand des gens veulent parler à Giacomo pour contribuer, pour faire quelque chose, ils l'envoient vers moi. On essaie de traiter sa demande. On essaie de savoir où est-ce qu'on peut l'envoyer dans Plan B Network pour essayer de l'aider dans sa journée Bitcoin. Que ce soit un prof qui veut donner un cours, une startup qui a besoin un peu d'aide, ou alors quelqu'un qui cherche un job, etc. En fait, on essaie d'accompagner tous les Bitcoiners. Et Jaco, c'est une source constante de chaos, hein, qui ramène des trucs. Et donc dans l'équipe, il y a 2 personnes qui créent du chaos, c'est moi et Giacomo, et tout le reste de l'équipe essaie de mettre de l'ordre dans nos idées aussi folles sont-elles. Ouais, pour avoir passé pas mal de temps avec eux maintenant aujourd'hui, c'est vrai que leur vie, c'est un puzzle au final. À chaque fois, ils doivent prendre les pièces un peu partout et les remettre en place. Exactement. Et donc pour continuer, donc Tether en effet apporte évidemment de la liquidité, mais également une réputation mondiale qui ouvre énormément de portes. Et également beaucoup de soutien de personnes en fait. La façon dont Tether fonctionne et comment elle fonctionne, on va dire, sans rentrer dans les détails. Mais il nous apporte du soutien quand on a besoin d'aide, que ce soit du design, du développeur, de la logistique, des choses comme ça. Donc en fait, ils sont pas simplement là pour donner de l'argent, ils sont aussi là pour nous soutenir sur la vision, la stratégie, le personnel. Et donc ça, c'est vraiment agréable. Donc
de plus en plus, je commence à apprécier, on va dire, travailler avec eux parce que c'est des gens ultra professionnels et qui nous accompagnent vraiment. Donc ça, c'est très agréable. Et du côté de Fulgur, pareil, avec quelqu'un qui s'appelle Filippo, qui est responsable de tout Fulgur en gros. On a beaucoup de synergie, donc on crée des conférences ensemble. Il y avait Thunderstorm pour les investisseurs, il y a un Liquid Bootcamp dans 3 jours. On crée Build the Builder, Lightning Toscany, Kubo Plus. Donc en fait, même Fulgur a des gens qui littéralement travaillent main dans la main avec nous tous les jours, constamment. Et donc c'est vraiment agréable de voir que ils voulaient pas juste faire du marketing éducatif, ils voulaient vraiment faire de l'éducation, mettre des moyens, et c'est des moyens humains et financiers. Et on coordonne entre 3 équipes et on fait 3 choses différentes. Donc il y aura vraiment des cours produits que par Tether sur par exemple Kit, des cours produits que par Fulgur Venture sur Liquid, des cours produits par nous sur le minage. Et finalement tout le monde s'aligne sur la plateforme, la vision, la stratégie, la roadmap. C'est vraiment cool de pouvoir faire confiance à. C'est jamais simple de mettre 3 personnes ensemble et quand ça marche, même 4 avec Jaco, et quand ça marche en fait c'est assez bluffant et ça permet d'avancer, donc c'est cool. C'est sûr. Et j'ai quelques peut-être questions sur Tether, mais je pense qu'on reviendra dessus plus tard si jamais on a encore un peu de temps. Mais je voulais déjà revenir sur le rôle de plan B, peut-être de plan B Network, puisque tu es vraiment plus dans plan B Network que de plan B. Mais le rôle de plan B Network à Lugano, parce qu'il y a la conférence ici, mais quel est votre rôle ici? Quelle part vous prenez au projet ou que toi tu prends au projet? Parce qu'il se passe pas mal de choses. Bitcoin est presque legal tender ici, on peut dire. Quasiment. On peut payer dans plein de commerçants, presque plus de 200 commerçants. Tes impôts également. Les impôts également. Et donc, voilà, quel est ton rôle, le rôle de plan B à Lugano? Ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué la première fois qu'on le voit. Nous, c'était DB, très vite, on est devenu Sovereign et très vite, on est devenu Plan B Network. Donc déjà, les Français sont un peu perdus là-dessus. Et en plus, nous, c'est Plan B Network, alors qu'il y a Plan B Forum, Plan B Fondation, Plan B Found, etc. Il y a, voilà, il y a le t-shirt Plan B, il y a un gars sur Twitter qui s'appelle Plan B qui a 400 000 abonnés. Je comprends que c'est le bordel. En fait, faut le penser comme une famille. C'est vraiment un network qui s'est créé autour de cette logique que le monde va partir vers ce que je pense, Giacomo pense, Oleg pense et Paolo pense, une pente descendante vers un régime dictatorial mondial où la liberté d'expression va complètement être bafouée et nos droits vont être violemment mis à l'épreuve, on va dire. Et du coup, il faut un plan B. Il faut un plan B pour l'énergie, il faut un plan B pour l'éducation, il faut un plan B pour Bitcoin, il faut un plan B financier. Donc ça, c'est vraiment plan B comme idée de développer quelque chose alternative. Dedans, le premier plan B, c'est la finance, c'est l'argent, c'est la monnaie, c'est Bitcoin. Et du coup, ça, c'est on va dire la fibre qui connecte un petit peu tout ça. Maintenant, donc il y a Plan B Fund, qui est un fonds d'investissement de 300 millions ou 200 millions qui a été annoncé il y a 2 ans et qui va investir dans des boîtes, startups de l'écosystème Bitcoin. Il y a Plan B Forum, qui est une conférence Bitcoin ici à Lugano et prochainement au Salvador en janvier, qui essaie de rassembler des talents, des profs, des speakers, des influenceurs, des startups, des penseurs de l'écosystème pour créer une conférence de très bonne qualité sur Bitcoin. Il y a Plan B Network qui essaie de créer tout le programme éducatif et les partenariats mondiaux et vraiment pousser cette décentralisation, cette centralisation pour une meilleure distribution de l'éducation Bitcoin. Et il y a plein d'autres plans B qui existent autour pour des raisons un peu plus précises ou pas. Mon rôle ici par rapport au forum, c'était de créer, on va dire, à la fois des events sur le côté, donc des side events, et accompagner les organisateurs de la conférence pour le programme. Donc on a accompagné dans le curriculum ou le programme de la conférence pour qu'il soit uniquement Bitcoin et de meilleure qualité. On accompagne pour qu'il y ait ces speakers qui viennent à travers notre réseau. On a créé donc différents side events. Donc on a créé un game show parce qu'on aime bien s'amuser. Donc on a littéralement juste créé un show télé sur Bitcoin qui a tourné déjà à Madère, à Prague. Et là c'était la 3e édition ici à Lugano. J'espère qu'un jour vous le verrez en France. J'ai fait les 3 d'ailleurs. C'est vrai que t'as fait les 3 toi. Hein. Le dernier est le mieux. Et lui, peut-être dans une conférence française, on pourrait se le faire à la francophone, ça pourrait être fun.
Donc on a créé un game show. On avait même Prince Philippe, hein, donc un prince qui a fait un combat épique à mort d'orange. C'est pour vous dire. Des oranges. Ouais. C'est pour vous dire à quel point on peut se permettre de faire des trucs, c'est cool. On a fait notre examen, le BICERT, à 3 reprises pendant la conférence. C'est un examen de 1 heure, sans questions en QCM, qu'on essaie de développer à travers le monde et qui est déjà pas mal, qui commence à être reconnu et qui a été fait par énormément de communautés de personnes. C'est littéralement un QCM un petit peu comme le TOEFL pour juger votre niveau Bitcoin, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas de master Bitcoin, il n'y a pas de PhD Bitcoin, il n'y a pas d'agrémentation Bitcoin. On a tous appris nous-mêmes sur Internet en fait. Et je pense que la communauté aujourd'hui aime bien avoir ce genre d'examen qui permet de classifier leur niveau. Donc on a fait ça 3 fois, 1 fois en italien et 2 fois en français. Giacomo a parlé à peu près 7 fois ou 8 fois dans la conférence. On a également organisé toute la scène secondaire italienne locale avec 21 en italien, Spazio Uno. Donc ça, c'est l'équipe Plan B de Lugano local qui l'ont organisé. Donc c'est comme si en fait la communauté locale, hein, du meet-up local, avait été mis en charge d'une conférence à part 100% italienne avec des speakers toute la journée. Donc ça, c'est vraiment un gros boulot qui a été fait par l'équipe italienne de Plan B Network. Et on a également, donc moi j'étais speaker plusieurs fois. On a fait quoi? On a fait la mining school 2 jours avant. Et on a également aidé sur Chanduol. En fait, on est un peu partout pour aider de tous les côtés. C'est un peu ça. Je sais pas comment tu l'as ressenti toi. Ouais, c'est un peu ça, mais en même temps, vous êtes tous très polyvalents, donc ouais, vous aidez un peu partout. Ouais. Donc ça, c'était pour plan B à Lugano. J'aimerais bien aussi te parler de plan B au Salvador, mais peut-être faire un petit détour par Taïwan d'abord. On va passer de l'autre côté du globe. Donc récemment, on a eu juste Agelex juste avant pour nous parler de son expérience, parce que c'est lui qui allait sur place. Exactement. Mais est-ce que tu pourrais juste rapidement nous dire quel est l'objectif à Taïwan? Et qu'est-ce qui a été annoncé récemment d'ailleurs? Comme je disais, on a des partenaires assez incroyables qui permettent d'ouvrir énormément de portes. Et du coup, on a ces appels d'offres, on va dire, hein, de façon un petit peu folle qui arrivent dans nos radars. Et donc, c'est toujours une question de qu'est-ce qu'on fait en premier, qu'est-ce qu'on peut faire. Évidemment, il y a beaucoup de choses shitcoin. Ce qui est bien, c'est qu'on a une indépendance complète par rapport à Tether et Fulgur. Donc, en fait, on est vraiment maximaliste. Hein. C'était dans les critères au début. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que Taïwan a tout de suite montré un intérêt assez important pour Plan B Network et la B-School. Donc ils ont envoyé plus de 8 étudiants en physique à Lugano pour assister au séminaire. Et ils avaient encore plus d'étudiants, une trentaine je pense, en ligne qui avaient suivi le programme. Et en fait, on a tout de suite un bon feeling avec l'université technique de Taïwan qui s'appelle Taipan University, qui est une très bonne université. Et on s'est dit, en fait, eux, ils cherchaient des compétences Bitcoin pour développer un master, un programme, des choses. Et donc, comme on fait souvent, on commence par des petits cours, puis on avance de plus en plus vers des programmes plus complexes et plus intenses. Et du coup, avec eux, on a commencé à collaborer. Alex, à ce moment-là, qui est Agelex, si vous le connaissez, a été dans Découvre Bitcoin depuis maintenant plus de 2 ans. Il m'a aidé énormément au lancement des ambassadeurs. Ensuite, au Salvador, il est resté sur place depuis 8 mois pour mettre en place notre programme éducatif là-bas. Et aujourd'hui, donc, il est le Head of Expansion of Plan B Network. Et donc, il va voir ses communautés, ses partenariats pour essayer de développer. Et donc, il s'est rendu à Taïwan, il s'est rendu à l'université et il a été accueilli avec énormément d'enthousiasme par l'université, qui ont du coup envie de faire de la recherche sur Bitcoin, développer un petit lab de recherche sur Liquid, sur le Lightning Network également, qui veulent former des développeurs, etc. Du coup, on a décidé, et donc on a formalisé aujourd'hui un partenariat avec l'université de Taipan Technologie. Ils vont être extrêmement impliqués dans la Tech School qui va commencer prochainement, avec plus de 50 développeurs taïwanais qui vont essayer de le prendre en ligne, et puis après, les meilleurs pourront venir au Salvador. Et également, dès l'année prochaine, on embauche 2 personnes non, même pas dès l'année prochaine, dès la fin du mois, 2 personnes de la Summer School, donc qui étaient taïwanaises, ont été embauchées pour nous aider à développer un programme universitaire
Plan B Network, Taipei Université. Et après, ça, c'est que le début, parce que bah, évidemment, on a un programme très générique sur Bitcoin, mais on aimerait bien se spécialiser peut-être dans le minage à Taïwan, peut-être faire du rétro-engineering de chips de mineurs et vraiment pousser la recherche pour potentiellement, on ne sait pas, avoir plus qu'un monopole chez Bitmain pour le minage, qui permettrait d'avoir une décentralisation peut-être des machines. Même si j'y crois pas trop, parce que c'est peut-être un peu trop ambitieux et complexe, c'est un peu notre but. Donc pour Taïwan plus spécifiquement, c'est le début d'un partenariat qui j'espère va durer longtemps. En tout cas, ce qu'on voit nous, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt pour l'Asie. Là où l'année dernière on était focus Salvador, on pensait partir plus Afrique l'année prochaine et finalement ce sera l'Asie. Parce que un, on peut pas être partout, et deux, parce que vraiment il y a un appétit assez impressionnant pour Bitcoin là-bas. Et c'est un appétit un peu intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs asiatiques qui se sont rendus compte que la bulle du Web3, de la DeFi et tout, c'était pas vraiment Bitcoin et c'était pas vraiment quelque chose de fiable. Et en fait, du coup, ils sont en train d'essayer de changer leur narrative. Ils sont en train de se rendre compte que peut-être que c'est Bitcoin et Lightning. Et du coup, nous, on va les accompagner également un petit peu dans cette redirection, ou du moins on va essayer, parce que bah, vous nous connaissez, hein, on est très bon pour juste parler de Bitcoin. Et ouais, juste pour revenir, enfin, tu faisais ça sous-entendu avec les chips de mining parce que c'est un pôle, enfin, est-ce qu'on peut dire c'est un pays, Taïwan? Je sais pas trop la situation C'est une bonne question. Je ne vais pas prendre part à ce débat. Je pas non plus. Mais Taïwan est comment dirais, est un pôle très important pour la création de puces informatiques de manière générale. Donc ça pourrait être très utile pour le minage. Ouais, absolument. Et si on peut d'ailleurs faire une parenthèse un peu géopolitique, Bitcoin résilience, c'est extrêmement dangereux la centralisation des chips, mais même pas que Bitcoin pour le monde entier. Hein. Et du coup, si un jour, on ne sait pas, la Chine venait à 100% indexer Taïwan, toutes les chips seraient sous contrôle de un parti relativement puissant et centralisé, ce qui pourrait être un vrai problème. À ce moment-là, est-ce qu'on aura une fuite des cerveaux partout dans le monde et on va devoir commencer à recréer d'autres usines de chips? Probablement, on a déjà commencé ça. Aux États-Unis, une énorme ferme commence à se mettre en place, une usine, mais ça va prendre 10 ans pour qu'ils puissent commencer à faire des chips un peu techniques. Donc, Taïwan est extrêmement intéressant d'un point de vue géopolitique pour Bitcoin et pour le reste du monde, y compris en IA, là où Plan B va clairement aller un jour. Oui, et puis même les États-Unis, même si c'est intéressant parce que ça fait un deuxième pôle, c'est pas non plus le plus intéressant. Donc avoir un troisième endroit qui développerait ça pour Bitcoin serait encore plus décentralisant, quoi. Exactement. J'aimerais pouvoir dire que ce serait également en Europe, mais j'y crois pas trop. Hein. Ce serait très compliqué. Il faudrait une cohésion globale de tous les pays européens. Il faudrait investir des dizaines de milliards d'un coup. Et 5, 10 ans de mise en place et de développement et de créer les entreprises intermédiaires qui permettraient de créer cette industrie. C'est quasiment inimaginable. C'est bien pour ça que les pays en Asie achètent nos avions et que nous, on achète leurs chips. En fait, c'est des industries beaucoup trop spécialisées, mais qui aujourd'hui montrent qu'il y a un vrai risque. Et le problème, c'est que Bitcoin est directement attaché à ce risque. Donc, on n'a pas le choix que de s'impliquer là-dedans également. Clairement. Bon, clôturons ce sujet de Taïwan pour éviter d'aller trop dans les détails qu'on ne maîtrisera pas. Donc, pour revenir sur le Salvador, pour vraiment introduire le sujet, quel a été vraiment ton a priori, ta première idée au moment où tu as entendu que Bitcoin allait devenir monnaie légale au Salvador? Donc, on était déjà été 2021, septembre 2021, c'était officiel. Ouais. Quel était ton point de vue, ta position à ce moment-là? Ouais, la première fois que j'ai entendu dire que Bitcoin allait devenir legal tender au Salvador, j'y ai pas cru. Hein. J'ai quand même attendu, vérifié, c'était le Don't Trust Verify. Et en fait, il m'a suivi pendant plus d'1 an, juste à ce que j'y aille. Et donc, je suis allé au Salvador 6 mois après la loi, parce que c'était trop beau pour être vrai. Tout le monde accepte Bitcoin, le Chivo il est sorti, l'État a créé un portefeuille Lightning. Il y avait cette hype incroyable à l'époque qui me faisait dire, ok, si c'est vrai, il faut aller là-bas parce que c'est le prochain centre du monde.
Ce sera un pays où ça va bouger, ce sera un pays qui sera Bitcoin friendly, ce sera un pays qui va accueillir toutes ces boîtes Bitcoin, alors qu'en France, on va à l'inverse de ça. Et en même temps, si c'était faux, bah au moins je pourrais tout de suite le savoir et on perd pas notre temps. Du coup, je suis allé la première fois au Salvador pour le premier Adopting Bitcoin, donc en 2021, avec une grosse délégation francophone. Hein. Il y avait Bouspillou, il y avait l'équipe de Wizard Sardine, actuellement Liana, il y avait il y avait Stacking Sat qui était là également, Yorick, etc. Et immédiatement, c'était assez impressionnant. Vraiment, j'ai acheté ma première toute brosse à dents en Bitcoin. C'est con, hein, mais dans un magasin physique. Les McDo, les restaurants, les taxis, c'était Bitcoin City, Bitcoin partout. C'était assez impressionnant. L'adoption était très forte. Tout le monde avait un Chivo. Le problème, c'est que Chivo, c'était nul. Et immédiatement, en fait, j'ai fait un travail qui est pas mon travail, hein, mais j'ai fait un petit peu du journalisme de terrain, pour ceux qui s'en souviennent. Et j'ai fait pas mal d'interviews dans la rue. J'ai fait des interviews dans le marché central. J'ai fait des stats sur combien accepter Bitcoin. Et en fait, très vite, je comprenais que Bitcoin était extrêmement politique parce que t'étais ou pour Bukele et t'acceptais Bitcoin ou t'étais contre lui. Le Chivo ne marchait pas bien parce qu'il n'était pas bien intégré à Lightning. Il avait énormément de problèmes. Il demandait du KYC pour les participants. Les personnes avaient perdu leur argent, leurs clés privées. Ils n'avaient pas été éduqués sur son utilisation, donc ça a été un énorme fiasco, hein, on peut le dire. Et du coup, très vite, j'ai commencé un peu à travailler sur le terrain par rapport à cette adoption. Et clairement, il y avait de l'adoption. C'était impressionnant. Le gouvernement avait beaucoup à faire, les entreprises du secteur privé avaient beaucoup à faire pour améliorer l'adoption là-bas, mais en tout cas, c'était indéniable, ça allait devenir, je pense, le hub mondial, du moins d'Amérique latine, Bitcoin. Et ça l'est, hein, entre guillemets, un petit peu devenu. Hein. Depuis 3 ans, j'y suis retourné plus de 5-6 fois. Aujourd'hui, on a un programme qui tourne dans les écoles du lycée salvadorien qui s'appelle Node Nation. On a également un programme développeur qui s'appelle Kubo Plus. On a aujourd'hui une société qui s'appelle Plan B Network Salvador. Et on a également donc des employés là-bas qui créent pas mal de programmes, y compris un sur le tourisme. Donc, Bitcoin a grossi. Après, c'était pas linéaire et c'était pas comme on s'y attendait. Ça a vraiment fait un roller coaster et il y a vraiment eu une explosion de la bulle, de la hype, juste après l'annonce en fait, 1 an après. Il y a eu le bear market. Chivo n'a pas été réparé et il y a eu un désintérêt global de toute la population. En fait, le prix a fait diviser par 2 quasiment et les Salvadoriens n'avaient pas compris qu'il y avait un taux de change avec le dollar. Et du coup, ils ont considéré que le gouvernement avait volé la moitié. Parce que les wallets montraient des dollars. Exactement. Pas du BTC. Exactement. Donc ça, c'était un désastre, on va dire, pour des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir des éducations, un système éducatif assez poussé. En plus de ça, il y avait plus autant de personnes qui demandaient pour être payées. Les gens avaient perdu les portefeuilles, les clés, les mots de passe. Et du coup, quand j'y suis retourné la 2e année, on était passé à un petit 70%, on va dire, de personnes qui l'acceptaient dans le marché central à 10%, excuse-moi, une personne sur 10, 10%, 5%, franchement. Et 2 ans après, on était sur 0 sur 20. Donc on était à un 0%, mais j'avais même agrandi l'étude de marché, quoi. Alors, on n'en avait pas que 10, hein, rassurez-vous, on avait plus à la base. Mais donc ça montrait vraiment en fait qu'il y avait un désintérêt global, qu'il y a eu un énorme crash. Maintenant, ça c'était l'adoption de la population. La réalité, c'est qu'il y a eu un nombre assez conséquent de compagnies et de sociétés qui se sont installées au Salvador. Il y a eu des lois qui sont passées pour favoriser le commerce là-bas. Il y a eu des partenariats éducatifs de tous les côtés qui se sont développés, nous-mêmes étant l'un des plus gros acteurs sur place, Mi Premier Bitcoin étant un autre acteur assez conséquent qui a tout de suite réussi à déployer des programmes dans les écoles. Et du coup, tout cet écosystème Bitcoin qui s'est vraiment créé au Salvador depuis 2, 3, 4 ans, le minage y compris, ça a permis d'avoir un noyau en fait qui a pu se développer pendant que personne regardait. Alors tout le monde regardait parce qu'ils ont fait des annonces stupides comme la Bitcoin City ou les Volcano Bonds qu'on attend encore, hein, et qui vont venir. Parce que voilà, je suis
je connais bien mon industrie. Mais la Bitcoin City, c'est beaucoup de hype. Faudra attendre 20 ans, oui encore. Mais par contre, ça a permis à plein de projets de se développer. Et donc aujourd'hui, il y a des solutions d'ATM locales comme Kaiwan qui s'est développé. Tu as des portefeuilles locaux qui se sont développés. Et ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, la non-réussite du Chivo, c'est la meilleure chose qui soit arrivée au Salvador. Parce qu'on a évité la mise en place de la première CBDC, donc crypto-monnaie de banque centrale étatique basée sur Bitcoin. Je pense qu'il va falloir attendre 10-15 ans pour qu'il y ait la deuxième. Je pense que Bukele était un pionnier là-dessus, mais il a raté, heureusement. Parce qu'en fait, c'est un wallet Lightning étatique contrôlé par l'État que toute la population a. C'est une CBDC sur Bitcoin. Et le fait que ça a été un flop, ça a complètement discrédibilisé ça. Et donc tout le monde s'est mis à utiliser plein d'autres wallets. Et on a pu arriver en expliquant aux gens pourquoi ça marchait pas et qu'il fallait prendre des meilleurs wallets. Donc aujourd'hui, on a une masse de Salvadoriens qui utilisent Bitcoin depuis 3 ans, qui ont stacké des sats depuis 3 ans, qui ont vu le prix monter et qui détiennent leurs clés. Et ces gens-là sont la base de l'éducation locale qui permet à toute une population de comprendre les valeurs de Bitcoin. Alors qu'avant, ça aurait été extrêmement top-down. Et ça, c'est vraiment, je trouve, assez ouf comment on a évité un truc sans trop le savoir, quoi. Ouais, et puis ce parallèle avec les CBDC, je trouve intéressant parce que quand tu as expliqué ce truc de ils reçoivent du BTC mais ils voient du dollar et ensuite ça perd de la valeur, c'est un peu ce risque à chaque fois quand on parle des CBDC en Europe ou en Chine de monnaie fondante qu'on est obligé de dépenser sinon elle perd sa valeur. Au final, ils ont fait l'expérience d'une monnaie fondante même si techniquement c'est pas de la monnaie fondante mais juste ils ne comprenaient pas ce que c'était et au final on a eu un cas pratique d'adoption d'une monnaie qui perd de sa valeur en très peu de temps et donc au final peut-être que les dirigeants européens devraient apprendre de ça et voir que la population juste ne va pas utiliser une monnaie qui va être fondante comme ça. Ouais, après il y a aussi tout le risque de la volatilité de Bitcoin qui a affecté les Salvadoriens, hein. Ce gros crash a chamboulé pas mal de Salvadoriens qui comprenaient pas. Ils se réveillaient tous les matins avec un chiffre différent. Donc en fait, il y avait aussi ça. Il y avait aussi un petit problème d'adoption en termes d'outils. Je pense, d'un point de vue marchand, c'est pas évident. Tout le monde avait en fait son Chivo sur son téléphone, mais chaque magasin avait un compte Chivo. Et donc, ils avaient un téléphone. Donc, en fait, quand tu demandais pour aller payer en Bitcoin, ils disaient, ah, attendez, je vais chercher le téléphone. Et donc, ils devaient trouver quel employé avait le téléphone. Souvent, c'est le manager. Le manager, il est pas là. Il faut ouvrir le téléphone, il faut le PIN, qui a le PIN. L'application est plus à jour. Donc, en fait, tu peux pas payer. Donc, il n'y avait pas de bon système de TPE. Alors que, par exemple, à Lugano, il y a des TPE, donc des point of sale, hein, des petits appareils pour payer, partout dans les commerces. Donc, c'est ultra simple de payer en Bitcoin à Lugano. Au Salvador, ça se fait via mobile. Et ils n'avaient pas les bonnes applications. Oui. Et donc ça, c'est pour l'adoption de Bitcoin au Salvador. De toute façon, on va y aller par nous-mêmes et voir par nous-mêmes. Mais c'est cool d'avoir ton ressenti, ton retour. Et donc toi, directement, quand tu as vu ça, tu as voulu y aller et participer à l'éducation sur place. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu es rentré dedans et venu à travailler avec le gouvernement via Agelex, mais toi aussi directement alors, Agelex, c'était un deuxième temps. C'est super simple. J'ai fumé un soir, en fait, et j'ai décidé de prendre un avion le lendemain matin. Et je suis parti au Salvador. Okay. Et en fait, c'était pour le deuxième adopting. J'avais ma place, j'avais commencé à faire un peu de l'éducation, je commençais à être un peu speaker dans les conférences, et du coup, je devais y aller. J'avais pas forcément envie, il y avait plein de raisons, et finalement, dernière minute, je décide d'y aller. Et j'étais au courant qu'il y avait un hackathon qui allait se passer dans une ville au nord qui s'appelle Ataco. Et en fait, Ataco, c'était une petite ville, 90% de personnes n'ont pas de compte bancaire, 2000 habitants, au milieu de la montagne. Et la personne qui organisait cet hackathon s'appelait Dave. Et on parlait avec Dave, et il m'avait contacté par les réseaux et tout, parce que en fait, assez vite, j'avais fait mon truc un peu d'investigation de terrain, hein, donc j'étais connu comme celui qui était allé là-bas. Et donc je m'étais dit, vas-y, je vais y retourner 1 an après pour continuer cette enquête. Dave avait su ça, il a dit, écoute mec, je fais un hackathon, let's go, tu viens avec moi, on va faire de l'éducation. Je voulais pas, dernière minute, je décide d'y aller, énorme FOMO, sûrement dans les plus gros FOMO de ma vie. Je prends l'avion, j'y vais, je rencontre Dave, on devient ultra fusionnel, et je l'accompagne pendant 2 semaines, 3 semaines à créer un hackathon à Ataco avec Peter Todd,
les mecs de Geyser, Lionel du Paradigme Bitcoin et notre communauté neuchâteloise, et également d'autres personnes super cool et passionnants qui sont devenus des très bons potes Bitcoin. Et donc vraiment, on est parti dans la jungle comme ça salvadorienne et on a set up un petit programme éducatif pilote où les étudiants ont eu d'abord des cours, ensuite ils ont appris à créer eux-mêmes leurs nœuds, et ensuite on leur a mis en place un petit Geyser Fund pour qu'ils puissent recevoir de l'argent. On a fait une sorte de mini levée de fonds fundraising pour eux avec des fonds internationaux. Et ensuite on s'est dit, ce qu'il faut, c'est que ces étudiants, ils comprennent qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, la finance et Bitcoin. Et du coup, en fait, ils ont utilisé l'argent pour aller orange pill les commerçants d'Ataco pour acheter des produits de nettoyage, parce qu'ils avaient besoin de produits de nettoyage pour l'école. Et du coup, en fait, ils ont reçu de l'argent internationalement, en Lightning, instantanément, via leur nœud. Ils ont dépensé cet argent dans des commerçants en Bitcoin, et ensuite, ce qu'ils ont acheté, ça a servi pour les mois suivants à ce que l'école soit plus agréable pour tous les étudiants. Et du coup, ça a permis de faire qu'en fait, il y avait un groupe d'étudiants qui avaient un nœud sur place, qui comprenaient comment ça fonctionnait, qui ont fait une action et qui se sont développés. Et en fait, de ça, il y a eu une idée qui a germé, qui s'est dit, mais en fait, il faudrait qu'on crée un programme éducatif dans tous les lycées du monde où les étudiants sont responsables d'un ATM non KYC. Comme ça, on fout un ATM non KYC dans les écoles, détenu par un groupe d'étudiants. Tous les étudiants échangent leurs dollars pour du Lightning. Et du coup, ensuite, ces étudiants vont dépenser le Lightning dans les marchands autour. Les frais pris par cet ATM permettent de rémunérer le groupe d'étudiants responsables comme un exchange. Et eux, ils apprennent l'entrepreneuriat, la finance et le monde de Bitcoin en même temps. Et je me suis dit, putain, mais ça, c'est une idée de... Enfin, je trouvais ça fun. Donc c'est la genèse de Non-Nation au final. C'est exactement, c'est la genèse de Non-Nation. Donc là, on s'est dit, ok, let's go, on fait ça. C'est une bonne idée, en vrai, ça fait sens. Ouais. Et du coup, go, on a essayé, quoi. Et donc, contact, fil en aiguille, bref, je fais de la politique, je fais mon taf. Et à un moment, je me retrouve à parler avec un mec du ministre de l'Éducation à 23h30 dans une station essence. Okay. Et là, on dit, ok, go, on part sur un pilote et tu vas former tous les leaders des lycées. Et donc, je me suis mis à faire un cours Lightning à un groupe d'étudiants, on va dire, qui représentait toutes les écoles, les 6000 écoles du Salvador. Okay. Et en fait, de là, on s'est dit, bah ok, ça va être la première étape. La deuxième étape, ça va être d'essayer un pilote avec une école, puis 10 écoles, etc., etc. Et donc ça, c'était Non-Nation. Et donc, j'y suis retourné une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, pour plein de raisons différentes. Une fois, c'était pour former des gens, puis d'autres gens. Et à terme, un jour, on a créé Kubo Plus, qui était un programme de dev, parce qu'en parallèle, on faisait ce que nous, on faisait. Et on a embauché quelqu'un de Kubo Plus, qu'on avait formé. Et cette personne s'appelle Oscar. Et ensuite, Agelex est resté sur place pendant 8 mois avec Oscar. Et ensemble, ils ont créé Non-Nation. Ils ont lancé le pilote officiel avec le gouvernement de 8 écoles. Aujourd'hui, ce pilote est terminé. On a le curriculum, ça a été un franc succès. Et on est en train de préparer, du coup, pour l'année prochaine, la prochaine étape, qui sera de faire entre 25 et 50 écoles. Okay. Ensuite, on va faire 500 écoles, puis 5000 écoles. Ok, donc c'était 5 ans, je crois, l'objectif de base. C'est ça. Okay. L'objectif, c'était 5 ans, avec un programme éducatif qui peut scale. Donc là, on va former des profs maintenant, parce que évidemment, on ne peut pas avoir Oscar Poupoussa, qui est un excellent prof, aller dans toutes les écoles. Donc on a besoin de former des profs, ce qui est le but final, ou former des enseignants qui, eux, vont dans les écoles. Donc aujourd'hui, on va former des gens qui vont se déplacer dans les écoles, encore l'année prochaine. Mais à terme, l'objectif, c'est d'avoir une intégration entière avec le programme lycéen salvadorien, former les profs pour que finalement tous les profs soient compétents pour enseigner, ou du moins qu'on ait un système un peu plus scalable. C'est un vrai challenge, hein, évidemment. On a changé le curriculum plusieurs fois, mais en tout cas, c'est un des programmes qu'on fait au Salvador et que je trouve est l'un des plus fun, parce que c'est vraiment de l'éducation pédagogique pour les enfants. Et Oscar est incroyable comme prof. Il a créé un cursus fun, interactif. Les enfants apprennent avec des bitax, ils apprennent avec un simulateur de call card, ils apprennent à run leur propre nœud avec des lignes de commande. On met des Start9 dans les écoles, donc c'est vraiment un truc un peu poussé. Donc
En gros, hein, si on veut vraiment le faire très simple, ce programme, c'est comme si vous faisiez un bac technique Bitcoin en terminale. Et qu'à la fin, du coup, quand vous terminez la terminale, bah, vous avez une petite partie de votre note finale qui est dédiée à ce programme qu'on met en place. Donc, on crée le bac technique Bitcoin. Comme une option, comme on peut avoir une option Exactement. scientifique. Option européenne, option scientifique, option langue chinoise, si votre école le permettait. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup mais dans l'idée. Et ben là, c'est option Bitcoin. Ok. Et d'ailleurs, une partie de ces cours-là, donc forcément pour la partie lycée, Ouais. c'est globalement tous les cours ceux qui sont sur Plan B Network, mais il y a aussi des cours de Kubo Plus. Ouais, non, il y a un petit caveat. Aujourd'hui, le programme éducatif du Salvador n'est pas encore sur Plan B. On est en train de le formater pour être... Les sujets sont là quand même, on peut les apprendre de près ou de loin. Évidemment, tous les sujets sont sur le Plan B, mais en termes de curriculum enseignable comme ça, c'est pas encore. On est en train de travailler sur la version Ready to Teach, qui permettra du coup d'avoir une sorte de guide éducatif pour pouvoir prendre ce curriculum et le réexécuter ailleurs. Et après, par contre, Kubo Plus, donc qui est une autre initiative du Salvador qui est plus basée sur de la formation de développeurs Bitcoin, on va dire, beaucoup plus poussée dans le code et moins générique. On a en effet tout enregistré et donc c'est disponible comme cours sur Plan B Network. De mémoire, c'est Bitcoin Developer Introduction, quelque chose comme ça. C'est le cours Bitcoin 401, le premier cours de développeur. Et ensuite, on a également un partenariat avec Don Bosco University là-bas, donc l'université là-bas. Un petit peu comme avec Taipen, on a des étudiants qui viennent prendre nos cours et on enseigne là-bas. Voilà. Donc tout ça c'est la partie donc au Salvador. De toute façon on a eu Agilex aussi juste avant, donc on a eu plein de détails aussi sur ça. Et pour sortir du Salvador, quelle est ta vision de Bitcoin aujourd'hui? Est-ce que pour toi dans son ensemble l'ossification ou l'avancée de Bitcoin va dans le bon sens? Qu'est-ce que tu suis de plus près? Ou est-ce que tu t'es content comme Bitcoinais Ah, c'est une bonne question. En plus, ça fait longtemps qu'on m'a pas posé. Peut-être curieux ce que la population pense. Je pense pas que ce soit une bonne chose qu'on ossidifie Bitcoin. Maintenant, j'ai beau aller à toutes les conférences, parler avec des experts, être souvent dans des repas où on discute, je ne vois pas quelle solution va être implémentée au prochain soft fork ou hard fork. J'ai l'impression que ça part sur du Hopcat quand même, mais il y a beaucoup de proposals, il y en a beaucoup qui sont pas prêts. Dans tous les cas, il va falloir au moins 2-3 ans minimum de dev, de consensus, de test avant de faire le moindre changement. Le gros risque que je vois, c'est l'entrée de Wall Street dans Bitcoin. Et du coup, ils vont freiner ce changement parce qu'ils vont dire on prend zéro risque. Donc il y aura vraiment un camp qui va être le camp du on ne prend zéro risque, l'autre camp qui est non mais en fait on a besoin de transformer Bitcoin pour être plus scalable, plus private, créer plus de business, etc. Donc, clairement, j'ai pas la réponse parfaite. Je pense que personne ne l'a. Et la première personne qui dit c'est l'un ou l'autre ment. Ou alors défend son agenda. Je, je pense je comprends qu'on peut avoir peur. Je pense qu'on peut comprendre l'argument de si jamais on ne modifie plus Bitcoin, est-ce que c'est assez? Bah écoutez, on va faire avec ce qu'on a. Hein, on n'a pas le choix. Donc si on n'a pas le choix, on trouvera des solutions de faire avec ce qu'on a. Je pense que ce serait moins fun, ce serait moins long terme. On construira au-dessus. Ce sera peut-être pas aussi parfait, mais Bitcoin survivra, Bitcoin grossira. Je pense que ça le fait. Si on vient sur un changement, il faut être sûr de pourquoi on le fait. Il faut être sûr que tout le monde comprenne. Il faut que vous tourniez votre nœud et que vous-même compreniez ce qu'on fait. Il faut qu'on mette beaucoup de recherche, de peer-to-peer, de recherche académique, de peer review, de testing, de code bounty. Il faudrait que Tether mette 30 millions sur la table en disant moi je soutiens ça, c'est un bounty, si vous craquez le truc, vous prenez 30 millions d'un coup, tu vois, même peut-être 100 millions. Il faut se dire, si on est sûr qu'on change Bitcoin, le risque, tolérance zéro. Parce qu'il y a trop d'argent, il y a trop d'acteurs, c'est trop gros. Donc, il faut qu'on se blinde dans le review du test, dans l'académie, dans la game theory, et que tout le monde soit d'accord pour le changement. Ce qui, je pense, est proche d'impossible. Je pense que Taproot s'est très bien passé, ça a été bien planifié. Est-ce que Taproot est le dernier changement? Possible. 30% peut-être. Je pense qu'on va quand même changer. Mais je sais pas vers quoi. Et personnellement,
les deux choix me vont. Aujourd'hui, ce que moi j'essaie de faire par contre, c'est que je préviens et je dis à la communauté qu'il faut faire attention aux influenceurs. Il faudra faire très attention à la guerre de manipulation qu'on va avoir quand on va devoir choisir. Et je pense que les éducateurs auront un rôle important à jouer là-dessus pour manipuler d'un côté ou d'un autre. Et donc, c'est à vous de savoir que vous êtes en train de nous faire manipuler. Et la deuxième chose, ce sera commencer assez vite la recherche. Donc, dès l'année prochaine, on va commencer Plan B recherche pour avoir tous les points de vue possibles, vraiment peser les pour et les contre. Probablement, ça va terminer avec un petit micmac entre différentes proposals mis ensemble, repensés de façon plus élégante, et vraiment avoir des chercheurs qui cherchent, putain. Et des gens qui reviewent. Enfin, Christian Decker, il faut qu'il se mette dessus, là. Il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Donc, on a la chance, avec Plan B, d'avoir un réseau assez important et, comme vous le savez, des ressources qui potentiellement vont me permettre de faire des trucs un peu cool. Donc, également, de plus en plus avec Jaco, on essaie de comprendre comment on peut aider, tout en sachant, comme je l'ai dit avant, qu'on a également une responsabilité de ne pas guider. Et pour ceux qui le savent, vous savez que je suis le Tao. Et donc là, c'est vraiment ça qui va se passer. C'est on va devoir guider sans guider. On va devoir donner les cartes pour ne pas choisir. Et que vous puissiez choisir, même si peut-être que moi et Jaco, on sera pas d'accord sur qu'est-ce qu'on doit faire. Et je pense vraiment que ça va être une belle guerre civile. Ça va être un vrai massacre. Ouais, bah si on revient sur des décisions comme la guerre de blocs, ça va être interminable. Et moi aussi j'essaie de faire ma part du taf en faisant des articles et la documentation sur Opcat par exemple. Mais ouais, ça va être très complexe. Ok. Bah très bien, je pense qu'on va arrêter là pour pas te déranger plus longtemps. T'inquiète. Et voilà, bah merci encore une fois. Et puis de toute façon, il n'y a plus de caméra sur moi, donc je peux dire ce que je veux. Il est là et Mais voilà, merci pour tout et à une prochaine sur une autre interview. merci beaucoup, merci à toi et puis on se voit au Salvador dans un mois. Ouais, carrément. Ça marche. Salut. Salut.